Bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir d'introduire la conférence d'Elena Goffas sur l'imagerie à haute résolution des cellules de la rétine dans le contexte de la neuroinflammation. Suite à sa thèse de science qu'elle a réalisée en partie sur le site de l'hôpital des 15-20, elle a été nommée chargée de recherche à l'INSERM en 2022. Et dès le départ, sa trajectoire s'est insérée dans dans les applications cliniques de la haute technologie d'imagerie, donc l'optique adaptative, comme vient d'être mentionné. Nous avons tous eu le plaisir et le bonheur d'avoir dans notre équipe des 15-20, la plateforme d'imagerie des 15-20, l'arrivée d'une physicienne à la fois passionnée, très créative, qui a vite choisi son domaine de recherche et qui s'y consacre avec surtout l'idée des applications cliniques, ce qui est très précieux pour la recherche on l'emmène, dans l'imagerie, d'avoir justement des physiciens qui comprennent tout de suite quels sont les avantages et les contraintes, les difficultés, mais aussi la récompense des applications cliniques de leurs inventions. C'est en particulier, elle a créé des liens très forts avec les neurologues parce que les systèmes optiques qu'elle a développés permettent de mieux apprécier l'existence d'une inflammation dans la rétine. Véritablement, une mesure quantitative de neuroinflammation avec une application dont elle vous parlera bien mieux que moi, mais qui est tout d'abord et avant tout la sclérose en plaques. C'est d'autant plus pertinent que de nombreux traitements à la sclérose en plaques sont reclus ces dernières années. L'approche d'Elena permettra non seulement de mieux vérifier l'effet du traitement, mais également d'avoir des nouvelles approches plus fondamentales sur la cause de la neuropathie optique. Vous savez que c'est une manifestation extrêmement fréquente de la sclérose en plaques. Elle témoigne bien de l'esprit multidisciplinaire de notre équipe. Elle travaille donc avec les ophtalmologistes, avec le neurologisme, mais également toujours avec des physiciens, bien sûr, par rompre les ponts avec les équipes avec lesquelles elle a travaillé, mais également l'histologie. Donc, elle cherche vraiment à réunir tous les moyens pour résoudre les questions fondamentales qu'elle se pose. Et donc, je ne peux que me féliciter tous les jours de l'avoir comme membre de notre équipe. Je n'en dirai pas plus. À toi, Elena. Merci beaucoup. Donc, nous allons laisser la parole à Elisa Goffas. Donc, Elena, vous pardon. avez 12 minutes, hein. Oui, C'est je à vous. me permets de partager. Je pensais que... Pardon. Attends. Je pensais qu'on allait... Voilà. Donc, merci beaucoup, professeur Pack, pour cette introduction. Donc, en fait, aujourd'hui, en effet, je vais parler de mes travaux de recherche, en particulier le développement de l'imagerie de la rétine pour regarder la dynamique cellulaire à l'œuvre dans l'inflammation. Donc, je ne vais pas mentionner ça parce que ça a déjà été mentionné par le professeur Pack, mais en effet, un peu le cœur, la clé de ma recherche, c'est cette recherche translationnelle, donc la collaboration entre cliniciens et ingénieurs et biologistes, en particulier pour s'adresser au défi de développer une imagerie directement in situ, donc directement dans le milieu clinique, et avec l'objectif non seulement de donner des images, mais de pouvoir caractériser en fait de façon quantitative ces images et d'obtenir aussi une robustesse pour pouvoir voir, disons, dans le plus de patients avec les plus de pathologies possibles. Et donc, en effet, même si on regarde la rétine, l'objectif, en fait, c'est de regarder la neurodégénérescence. Et donc, pourquoi la neurodégénérescence? C'est parce que la rétine étant une extension du cerveau, elle est aussi affectée, mais avec l'avantage qu'elle donne un accès non invasif aux réseaux neuronaux. Et donc, en fait, l'objectif en fait, de cet axe de recherche, c'est de développer les outils qui vont permettre un jour d'étudier les mécanismes neurodégénératifs. Pardon. Et comme on a mentionné, en fait, pour faire le développement de ces outils, il faut vraiment réfléchir à tout le contexte. Donc, quand on conçoit l'instrument, il faut réfléchir aux applications cliniques, mais aussi à la partie identification biologique. Et donc, pour ça, on fait face à des défis très particuliers. Donc, non seulement comment créer une image avec le flou qui est généré par les optiques de l'œil, ou le fait que l'œil renvoie très peu de lumière, mais aussi le fait que les patients ne fixent pas forcément bien, que le milieu est trouble, et au fait que pour bien caractériser donc les cellules, il faut vraiment un très bon contraste, une très bonne résolution.
Et donc, en fait, le premier défi auquel on a fait face, c'est ce fameux, en effet, manque de résolution. Donc, les deux images que vous connaissez bien, qui montrent des structures très intéressantes, mais qui ne donnent pas du tout accès aux cellules. En fait, on a résolu ce manque de résolution grâce à l'optique adaptative, qui vient, comme on a dit, de l'astronomie. Et le principe est qu'on envoie une lumière qui va revenir donc, par les optiques de l'œil, qui va aberrer cette lumière qui revient. Et en fait, cette lumière aberrée va être analysée, puis on va corriger grâce à ces calculs d'aberration, grâce à un miroir déformable qui va venir corriger les aberrations de la lumière et donner une résolution cellulaire. Donc, le système qu'on a au CIC, c'est donc un microscope confocal qui permet de voir directement chez l'œil du patient, donc avec cette résolution. Et donc, étant confocal nous permet de voir des cellules très réfléchissantes, comme par exemple ici les fibres nerveuses. Mais aussi, on a installé d'autres modalités, comme par exemple la modalité ORAX ou par contraste de phase, qui va nous permettre de voir des cellules cette fois-ci transparentes. Donc, en fait, grâce à notre système, on a pu déjà voir beaucoup de cellules différentes de la rétine. Donc, d'un côté, on a les fibres nerveuses, ici dans un patient sain, ou les vaisseaux avec leurs parois. On peut voir les photorécepteurs jusqu'à les cellules individuelles. Grâce à l'autofluorescence et à l'optique adaptative, on arrivait à même distinguer l'épithélium pigmentaire rétinien. Et on peut voir ici, grâce à l'imagerie par contraste de phase, on peut voir la perfusion capillaire. Nous pouvons voir aussi euh, pardon, les cellules ganglionnaires et ce qu'on pense être les cellules microgliales. Et en effet, c'est cette dernière, c'est la rétine interne qui nous intéresse le plus quand on va regarder la neurodégénérescence, mais c'est aussi une des plus compliquées parce que toutes les cellules sont transparentes. Donc en fait, c'est ça qui a été le cœur de la recherche pendant les dernières années, donc de développer une modalité dite ORAX ou par contraste de phase. Et en fait, elle va être basée sur une détection par les différences d'indice de réfraction entre les cellules, c'est-à-dire par les différences de composition du tissu, donc ce qui permet de révéler des cellules transparentes. Donc ça a été mis en place lorsque j'étais à l'université de Pittsburgh aux États-Unis, et on a pu voir pour la première fois chez des sujets sains avec ce système des cellules ganglionnaires ou des cellules qu'on dirait microgliales avec même les ramifications qui étaient visibles, et on arrivait même à les suivre au cours du temps lorsqu'elles se promenaient autour de la couche de cellules ganglionnaires. Donc, en retournant en France, j'ai installé le même type de modalité dans notre fameux microscope. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a introduit ce système dans des protocoles cliniques. Et en particulier, on a regardé sur des patients qui souffrent de sclérose en plaques et on a observé des infiltrats cellulaires qui ressemblent fortement à ce que nos collègues qui induisent des inflammations observent chez la souris. Et donc, en fait, c'était un résultat extrêmement nouveau et intéressant parce que ce serait la première fois qu'on puisse voir des cellules inflammatoires au cours du temps directement chez le patient. Et donc, en fait, on s'est donc intéressé d'autant plus à la sclérose en plaques, qui est donc une maladie auto-immune inflammatoire. Et en regardant l'histopathologie, on a vu qu'en effet, ils ont observé en histopathologie des infiltrats cellulaires périveineux, donc avec des schémas similaires d'infiltration de cellules myéloïdes ou d'infiltrats lymphoïdes, et donc qui ressemblent fortement en morphologie et taille à ce que nous, on a observé directement chez le patient. Donc il y a un très fort intérêt de cette imagerie rétinienne parce qu'en fait, non seulement on peut voir comme une photo histologique, mais aussi une photo histologique au cours du temps. Donc vraiment de voir la dynamique de ces cellules. Donc, en fait, la suivante étape, c'était vraiment de s'intéresser à caractériser ces cellules pour essayer de pouvoir les comparer à la littérature, donc d'observer leur morphologie, leur taille, leur répartition. Donc, c'est des cellules qui sont entre 7 et 15 microns, mais qui vont au-delà et en dessous. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que nombreuses de ces cellules ressemblent donc à ces cytoplasmes compacts avec noyau, mais elles sont aussi entourées d'autres infiltrats cellulaires avec des formes un peu plus floues qui pourraient être d'autres choses comme des phagocytes. Enfin, ça, c'est la question à répondre. Donc ça, je voulais montrer en fait une image rétinienne chez un sujet sain. Donc comme vous pouvez voir, la couche des cellules ganglionnaires, on n'observe pas ces infiltrats cellulaires.
Donc ensuite, on a des résultats préliminaires chez des patients CEP où on a voulu regarder s'il y a un lien avec d'autres symptômes de la CEP, par exemple la névrite optique aiguë. Et donc on a en effet vu sur ces patients que l'œil avec névrite optique a montré une plus grande densité de cellules que par exemple le fellow eye qui accompagne. On a aussi pu observer que la densité cellulaire de ces infiltrats cellulaires décroît au cours du temps à partir de l'épisode aigu de la norme. Et on a essayé de voir s'il y a d'autres liens avec d'autres tests cliniques, mais on n'a pas observé, par exemple, par rapport à l'acuité visuelle, pour l'instant, aucun lien dans nos résultats préliminaires. Et grâce à nos collègues de l'hôpital de la Pitié, on a aussi pu comparer aux résultats de la résonance magnétique. Donc, on regardait le lien entre la densité cellulaire et les caractéristiques topographiques de la lésion. Et pour l'instant, sur ces résultats préliminaires, nous n'avons pas observé un lien particulier. Donc ensuite, le travail qu'on fait maintenant, c'est d'étendre les neurodégénérescences sur lesquelles on veut regarder pour essayer de voir si on observe ces cellules ailleurs. Et une des neuropathies où on a observé ces cellules, c'est la neuropathie héréditaire de Leber. Et donc, comme vous pouvez voir, on observe à nouveau ces cellules autour des vaisseaux, euh, cytoplasme compact avec l'espèce de noyau à l'intérieur. Donc, on a observé ces cellules sur de nombreux patients et là, on essaie de regarder si, avec le lien entre ces observations et les évolutions des différentes pathologies de Leber. Donc, pendant ces 4 dernières années, on s'est focalisé sur améliorer le contraste et la résolution pour détecter ces différents types de cellules. Mais maintenant qu'on les observe, en fait, on fait face à un défi, si on peut dire presque plus difficile, qui est de les identifier, de les caractériser. Parce qu'à différence de l'histologie, on ne veut pas mettre des agents de contact, de contraste dans les patients, dont le confort est vraiment notre plus grande priorité. Donc là, on essaie de développer des façons de caractériser de façon non invasive. Donc, évidemment, la première, c'est la comparaison à l'histologie. Et donc, avec le professeur Pack, on travaille en parallèle pour essayer de développer des microscopies d'histologie ou de trouver des microscopies d'histologie qui vont nous permettre de faire la meilleure comparaison entre le patient et les tissus en histologie. Donc, je veux remercier déjà toutes les personnes avec qui on a fait ces dernières années le développement de cette technologie et l'application clinique. Et je veux remercier en général le groupe ParisSci avec qui on travaille au CIC et je vous remercie pour votre attention. Je me permets d'arrêter le partage. Bonjour, merci beaucoup de ces remarquables présentations. Alors, je pense que peut-être Eric Souyad, Eric, as-tu quelque chose à dire sur ce sujet? Oui, quelques commentaires. Tout d'abord, vous féliciter pour ces travaux très innovants. Est-ce que vous avez des éléments qui peuvent nous aider dans le diagnostic différentiel dans les neuropathies optiques, dans la norme de la sclérose en plaques versus l'atrophie optique dominante versus l'atrophie optique de Leber, les atrophies optiques alcoolotabagiques ou une OIA? Est-ce que vous avez des éléments déjà qui pourraient nous aider ou qui pourraient aider à poser le diagnostic? Ça, c'est la première question. Je pense que la réponse est malheureusement non parce que je dois avouer que la clinique, ça avance lentement. Donc, pour l'instant, on n'a pas fait d'image dans autant de neuropathies. Nous avons surtout fait donc, avec le Leber et donc la CEP. Mais déjà, bon, moi, je ne suis pas médecin. Euh, je ne sais pas si le professeur Pack peut répondre mieux que moi, mais déjà, je sais que les médecins avaient été surpris par rapport au fait qu'on a observé ces cellules inflammatoires dans le Leber, alors qu'elles n'étaient pas connues forcément comme une maladie inflammatoire. Donc, je pense en fait que pour l'instant, j'ai presque envie que c'est les pathologies qui vont nous donner des informations sur les cellules et pas l'inverse. Parce qu'en fait, le premier problème, c'est qu'on on voit bien que c'est des infiltrats cellulaires inflammatoires, mais on ne sait pas si c'est plutôt quelque chose qui vient attaquer ou si quelque chose qui vient nettoyer. Merci. Merci. Une question peut-être pour Michel Pack. Est-ce que... Et puis après, on passera. D'accord. Est-ce que...
Est-ce que vous avez envisagé de translater vers les pathologies glaucomateuses? Est-ce que vous pensez que cette technique d'imagerie pourrait avoir un intérêt dans le glaucome ou dans les glaucomes? Oui, bonjour Eric, merci de cette question. Donc oui, tu as vu, et Elena a prouvé, et moi aussi, je pense effectivement, nous espérons arriver à un degré de finesse suffisant pour pouvoir effectivement documenter le remodelage des fibres optiques au cours du glaucome. Alors la sclérose en plaques a l'avantage, si je puis dire, de présenter un grand nombre de cellules. Donc on a fait la preuve de concept qu'il y a bien une intracellulaire qu'on peut le détecter. Maintenant, effectivement, tout l'enjeu, c'est de réussir à rendre cette technique applicable à une plus large échelle, je veux dire, en termes de surface de rétine, en termes de l'imagerie 3D. On sait qu'il y a une piste excessivement intéressante et on aimerait bien aller dans cette direction-là. Oui. Ça fait partie des extensions espérées de cette approche. Alors, on a encore quelques questions. Jean-Claude Coffinal, Oui, alors c'est une question, président de la commission innovation. une question de néophyte parce que je ne suis pas ophtalmo, mais vous avez parlé d'études translationnelles. Et je veux dire, pour ce type de pathologie, actuellement, la protéine, enfin, l'étude des protéines évolue énormément. Je veux dire, il y a beaucoup de recherches sur les protéines à travers les vésicules qu'on arrive à isoler dans le sang avec des marqueurs de ces différentes. On arrive à différencier à peu près, enfin, des équipes de recherche différencient ces pathologies dégénératives, etc. Est-ce que je pense que c'est quelque chose qui pourrait être parfaitement complémentaire avec votre travail, puisque j'ai entendu translationnel, hein, en disant biologiste en même temps que le reste. Est-ce qu'il y a un travail commun sur ce sujet ou des approches? Elena, tu veux répondre Euh, ben, pour moi, c'est oui, on travaille avec des équipes de biologie. Alors, cette piste en particulier, je la connais pas, mais je sais pas si Michel a. Oui, effectivement. Donc, tu parlais de l'histologie. Effectivement, on va identifier d'abord quels sont les marqueurs exprimés par les cellules. On se doute bien que c'est sans doute les cellules similaires à celles du cerveau, mais encore faut-il le démontrer parce qu'il y a très peu de données histologiques sur la neuropathie optique inflammatoire. Et à partir de là, on pourra effectivement ensuite faire une approche effectivement protéomique, chercher quels sont les marqueurs sanguins qui peuvent nous aider à définir le profil inflammatoire de ce patient et à le corréler au type d'imagerie obtenue. Il y a donc un champ d'exploration tout à fait passionnant dans ce domaine. Oui, je suis bien tout à fait d'accord qu'il faut aller pousser non seulement dans les indications de type de pathologie, mais également dans l'exploration biologique associée à cette imagerie. Merci beaucoup. J'en profite pour saluer mon ami, le professeur Hudson Nakamura, qui nous regarde régulièrement depuis le Brésil. Bonjour Hudson. Bonjour, bonjour, ça va bien, très Bon. intéressant. Donc c'est un sujet qui traite la Moi, rétine. je Oui. comprends, Oui. oui, je comprends que ce type d'imagerie peut beaucoup aider à les pathologies inflammatoires, par exemple, mais nous travaillons beaucoup avec la dégénération maculaire liée à l'âge. Moi, est-ce que ça pouvait aider au diagnostic de la membrane néovasculaire subrétinienne? Ce type d'images qui sont très, très, très bons dans les types d'images de OCT qui peuvent montrer les vaisseaux nouveaux de la rétine. Merci beaucoup Hudson. Tu fais de plus en plus de progrès en français, hein. Je me permets de te dire bravo.